Bonjour à tous et à toutes, merci d'être connectés pour notre webinaire. Donc, dans un instant, ça va commencer. Donc, ça va durer à peu près plus ou moins 1 heure. C'est Jonathan Dalamota, directeur commercial chez By the Way, et Julien Delattre, directeur technique chez By the Way, qui vont vous présenter les solutions de double authentification Syscaudio et YubiKey de Yubico. Donc, pour commencer au programme, comment ça va se passer, Jonathan va parler brièvement de By the Way et en quoi nous pouvons répondre à vos problématiques au quotidien sur votre infrastructure informatique, donc que ce soit en termes de sécurité, de réseau ou de sauvegarde, par exemple. Par la suite, Julien reprendra la main pour vous présenter les 2 solutions de double authentification Syscaudio et YubiKey de Yubico, donc qui est une solution physique que nous venons d'intégrer récemment au sein de l'agence. Et il n'hésitera pas à vous présenter une démonstration donc, par une mise en condition réelle. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur le chat du webinaire. Si vous n'avez pas cette possibilité, ça peut arriver qu'il n'y ait pas la petite bulle de chat sur Teams. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer un mail par la suite après le webinaire. Donc, ça commence tout de suite. Je vous souhaite un très bon webinaire. Je prends la parole quelques minutes juste pour représenter By the Way à ceux qui ne connaîtraient pas. Donc, By the Way fête sa 20e année d'expérience cette année. On est une société assez familiale avec une trentaine de collaborateurs, surtout tournée sur l'expertise, avec une forte valeur ajoutée sur l'expertise et où on a des collaborateurs passionnés. Ça, c'est vraiment important. Et là où on noue plutôt des relations de partenariat avec nos clients et pas des relations de clients-fournisseurs. Ça, c'est vraiment important. D'ailleurs, on a assez peu de turnover chez nous parce qu'on arrive à inculquer ces valeurs-là, ce qui permet d'apporter à nos clients des solutions par rapport aux besoins. Aujourd'hui, on a plus de 50 solutions validées avec différents thèmes qu'on va voir sur le slide d'après. 4 pôles sur la partie sécurité, pour vraiment la sécurité vraiment au cœur en 2021 avec les attaques qu'on peut avoir, et la partie sécurisation elle est importante. Alors on parle de sécurisation du poste de travail, mais du périmétrique ou de sauvegarde ou ce genre de choses. La partie monitoring, aujourd'hui on est le seul partenaire Platinum en France sur la partie PRTG. On a une très très forte valeur ajoutée et expertise sur l'outil PRTG, sur la partie monitoring. Donc ça nous permet vraiment d'intervenir sur toute la France. Un lot de formation avec des formations standardisées ou personnalisées pour chacun de nos clients. Donc là, on est capable de faire des formations spécifiques et on est référencé auprès des OPCO, référencé Datadoc sur cette partie-là. Donc ça, c'est important pour la partie financement. La partie de maintien en conditions opérationnelles qui nous permettent ou d'infogérance, ou d'infogérance, qui permet à nos clients de décharger des tâches rébarbatives quotidiennes qui sont importantes, mais qu'on met toujours au lendemain, comme tester les backups, valider que ça fonctionne bien, valider que ça réplique, et tester ces réplications, ou tester ces backups, ça c'est important, et donc plein d'autres choses, qui reposent bien sûr sur tout le socle technique, avec du LAN, de la supervision, de la virtualisation et ou du cloud, du PRA, du PCA pour la partie résilience, avec tous les outils de Microsoft, et beaucoup d'outils de gestion où on vient apporter beaucoup de valeur avec des outils tels que Manage Engine, par exemple, pour apporter de la valeur au quotidien, réduire des charges de travail ou apporter diverses informations avec des KPI spécifiques pour améliorer le quotidien des utilisateurs, réduire le nombre d'incidents et surtout apporter de la sécurité sur cette partie-là. Donc on a vraiment des collaborateurs passionnés avec une expertise vraiment très très forte, j'insiste beaucoup là-dessus, parce que c'est une grosse force, cette partie d'expertise auprès de nos clients, avec bien sûr tout ce qui est en amont des projets, avec la partie assistance à maîtrise d'ouvrage, on est capable d'accompagner nos clients sur de la rédaction d'appels d'offres, sur de la rédaction de schéma directeur, vraiment quand on est en amont des projets, alors que ce soit des projets IT ou autres. On a des expériences récemment sur des projets de déménagement de sièges, mais pas que d'informatique, par exemple. Donc on sait faire. Forcément, la partie audit, conseil et réalisation, on est capable de voir ce qui ne fonctionne pas bien chez le client ou qui pourrait fonctionner mieux et d'apporter un conseil
aux clients, que ce soit sur la partie infrastructure, sécurité, cloud, avec vraiment des projets coûts humains. On n'a pas aujourd'hui une réponse qui est adaptée à tout le monde. Et on va plutôt avoir une réponse qui va être adaptée à chacun de nos clients. C'est important. La gestion des projets, qu'ils soient réalisés par nous ou par des confrères, et d'accompagner sur cette partie-là à moyen ou grande échelle. Et bien sûr, pour continuer avec toutes ces parties, la partie de maintien en conditions opérationnelles. Nous, aujourd'hui, by the way, on est plutôt là pour livrer des projets clés en main aux clients et ne pas rendre le client dépendant de by the way, ça c'est important. Par contre, on sait continuer à accompagner le client sur la partie MCO infogérance pour avoir toute cette partie de supervision, d'infogérance, gestion des systèmes, test des backups, test des réplications, etc. Pour le décharger de ces tâches réparbatives qui, encore une fois, tout le monde sait que c'est hyper important, mais ça passe toujours en secondaire par rapport au téléphone du VIP qui ne fonctionne plus et qui est hyper urgent. Donc voilà pour la petite présentation de By the Way. Aujourd'hui, pourquoi la partie MFA et pourquoi on insiste beaucoup là-dessus? D'après certaines sources, donc aujourd'hui, plus de 80% des attaques dans les entreprises interviennent ou proviennent d'identifiants volés. Aujourd'hui, sur le Darknet, on peut très facilement acheter des identifiants spécifiques, voire des bases de données entières, pour quelques centaines d'euros, qui permettent derrière d'accéder au SI, parce que dès qu'on est identifiant, on va avoir de l'accès à du Office 365, à du VPN, à de l'interface d'administration qui va être publiée. Et donc ça, c'est important de pouvoir contrôler qui utilise le mot de passe à l'extérieur et d'avoir un deuxième moyen d'authentifier cette personne. Que le mot de passe ne soit pas le seul moyen de dire « Ok, Toto, il est en train de se connecter au système, il a juste renseigné son mot de passe, mais moi, je veux que Toto me prouve bien que c'est Toto derrière. » en fait. Ça, c'est important. Et aujourd'hui, ces solutions, elles permettent aussi de sécuriser la partie mot de passe. On se rend compte que plus de 70% des mots de passe sont utilisés sur plusieurs applications, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, un utilisateur, bien souvent, il a 1, 2, 3 mots de passe sur lesquels il va renseigner sur ses 50 applis, sites web, etc. Et donc ça, c'est compliqué. Et la partie de MFA et de token va permettre de simplifier ça avec du remplissage automatique de mots de passe, qui va permettre de dire l'utilisateur, il a un mot de passe de 40 caractères, au final, il ne l'utilise jamais parce que c'est ce token qui va venir le renseigner, ce qui va permettre de super sécuriser l'accès au SI. Je vais laisser la parole à Julien, qui va aller un petit peu plus dans le détail sur les solutions. Merci Jonathan. Donc, effectivement, je vais commencer la présentation par vous parler de la solution Cisco Duo. Cisco Duo, comme le disait Jonathan précédemment, va permettre de répondre et de pouvoir sécuriser les accès à vos applications, que ce soit les applications on-premise ou l'ensemble des applications qui vont être hébergées dans le cloud, et surtout de lutter contre toutes les attaques que l'on connaît ou que l'on a connues, de phishing, d'attaques man in the middle, d'attaques brute force, qui à un moment donné, dès que la personne a accès et détient votre ou vos mots de passe, peuvent accéder à diverses applications, puisque, comme on l'a expliqué tout à l'heure, plus de 3/4 des applications utilisent le même mot de passe utilisateur. Donc la solution Duo est une solution d'authentification multifacteur adaptive. On verra pourquoi après adaptive. Le but étant, dans un premier temps, de pouvoir identifier l'utilisateur, de s'assurer que l'utilisateur qui se connecte, qui a saisi son login, son mot de passe, est le bon utilisateur et pas une personne qui a récupéré parce qu'il connaît la politique de mot de passe de l'entreprise, a su deviner un mot de passe d'un collaborateur et se connecter à sa place, donc pour éviter toute usurpation d'identité. Ça va permettre également de gagner en visibilité et de savoir qui se connecte et avec quel terminal, et de pouvoir appliquer des politiques adaptives en fonction, par exemple, de l'endroit où on se trouve, de forcer ou pas du MFA. Donc, la solution, elle va vous permettre de répondre à 3 choses. Donc déjà, vérifier que l'utilisateur est un utilisateur de confiance, que c'est le bon utilisateur, qu'il n'y a pas d'usurpation. Que vérifier également que le périphérique qui permet de se connecter est un périphérique de confiance, et de renforcer la politique de contrôle d'accès, d'avoir une meilleure visibilité de qui se connecte, qui n'a pas su se connecter, pourquoi, etc., etc.
Pour rappel, la partie MFA, c'est un ensemble de choses. C'est l'alliance d'une information que l'on connaît. Donc aujourd'hui, ce que la plupart d'entre nous utilisent, le bon vieux login mot de passe. L'utilisation également de quelque chose que l'on possède, donc la plupart du temps un smartphone. Et aussi, ça peut être renforcé par quelque chose que l'on est, c'est-à-dire une empreinte, donc du biométrique ou une reconnaissance faciale. Donc, la solution permet justement d'allier l'ensemble de ces choses et d'aider à sécuriser l'accès à vos ressources d'entreprise. Mettre en place une solution de sécurité en entreprise, par moment, ça peut sembler complexe et complexe aussi pour l'expérience utilisateur. La partie Duo va permettre de simplifier cette expérience utilisateur grâce à plusieurs choses, notamment une application mobile multiplateforme qui va, grâce à la technologie OneTap Login, permettre de juste valider, on verra après en démonstration, en un clic, qu'on est bien la bonne personne et on va valider de ce fait-là l'authentification. La plupart du temps, donc, on va utiliser le mode push ou auto-push pour que la personne n'ait pas à choisir la méthode de connexion, est-ce qu'il va recevoir un SMS, un appel, etc. Mais on est capable de diversifier ces méthodes d'authentification. Donc au travers du push, d'un token logiciel, la réception d'un SMS, d'un appel, de pouvoir valider également directement depuis sa montre. Typiquement, pour ceux qui possèdent une montre type Apple Watch, sans sortir son téléphone, on va être capable de valider automatiquement sur sa montre via une empreinte biométrique ou un token hardware, typiquement une YubiKey, qu'on verra juste après dans la présentation. Et l'utilisateur a également la possibilité, quand il a en sa possession plusieurs équipements permettant d'être utilisés comme second facteur d'authentification, de pouvoir sélectionner au moment de l'accès par exemple à son application web, soit son smartphone par exemple ou son token pour pouvoir s'authentifier. Typiquement, s'il n'a pas son smartphone parce qu'il est branché sur le secteur et il l'a pas avec lui, et qu'il a son token à son tour de coup, il peut juste mettre son token et s'authentifier de cette manière. On le verra après en démonstration de la solution, c'est ce que je disais tout à l'heure, on est capable d'avoir des logs d'authentification, de savoir qui s'est connecté à quelle application et depuis quel endroit et avec quelle méthode. On a des graphes sur une période donnée pour savoir voilà, les périodes d'affluence, les périodes de connexion, etc. Et une vue dashboard pour voir les personnes qui globalement pourraient être bloquées, être alertées par rapport à ça parce qu'il y a eu un trop gros nombre de tentatives d'échecs. Et de ce fait-là, il faut une intervention pour pouvoir débloquer la personne et comprendre le pourquoi. L'application Cisco Duo est compatible avec un ensemble d'écosystèmes, peut être utilisé par exemple pour faire du remote access en VPN. Donc là on a quelques éditeurs, quelques constructeurs qui sont listés, mais la solution, on le verra après, est capable d'utiliser des standards. Elle va vous permettre également de sécuriser tous les accès aux applications cloud, donc avec la partie Google, Salesforce, AWS par exemple, de renforcer les accès à votre messagerie, que ce soit du M365, du Exchange on-premise, etc., et de sécuriser aussi un ensemble d'applications on-premise, de sécuriser les accès à vos équipements SSH, etc., d'apporter de la simplicité en activant la partie single sign-on, et comme je le disais tout à l'heure, d'intégrer des standards pour pouvoir typiquement sécuriser des applications qui ne seraient pas forcément listées aujourd'hui dans le catalogue des Duo. Ça, c'est important parce que ça veut dire qu'on voyait plein d'applis dans le slide d'avant. C'est des applis qui sont en standard, c'est-à-dire qu'on peut créer très facilement. Mais si une application n'est pas listée ici, comme on sait faire du REST API, du WebSDK, du Radius, c'est-à-dire que tout équipement qui est capable de faire du Radius, par exemple, on peut l'intégrer à Cisco Duo. Donc ça, c'est important.
ce qui vraiment ouvre le champ des possibles sur cette partie-là. Et à ce jour, toute demande qui nous est faite sur du Cisco Duo, on arrive toujours à trouver une solution pour la partie sécurisation, bon, sachant qu'aujourd'hui, la partie Cisco Duo, on est vraiment sur le premier acteur mondial sur la partie de MFA. Donc, pour le coup, un exemple de diagramme et d'utilisation, exemple de protection, dans le cas typiquement d'un besoin de connexion VPN SSL et pouvoir sécuriser les personnes se connectant à distance. Donc globalement, pour expliquer de manière simplement le diagramme. Aujourd'hui, quand on veut se connecter en VPN à l'entreprise, quel que soit derrière l'équipement, alors il faut que l'équipement supporte par exemple une authentification type Radius. L'utilisateur que l'on voit à gauche va renseigner son login et son mot de passe. Il va y avoir une demande d'authentification au niveau d'un proxy d'authentification Duo qui va lui-même vérifier au niveau des serveurs Active Directory ou Radius que la personne existe. Si c'est le cas, envoyer une information au travers en HTTPS, donc chiffrée, dans le cloud Duo, pour pouvoir déclencher de manière simplement un push sur le smartphone de l'utilisateur. Une fois que l'utilisateur valide que c'est bien lui, on a la réponse d'authentification qui est faite et on donne l'accès de ce fait-là à l'utilisateur, à l'environnement. Donc voilà un exemple d'application avec la solution Duo. Duo va permettre également de vérifier la confiance des terminaux qui se connectent. On est capable d'aller plus loin et typiquement de pouvoir vérifier que l'OS, donc la partie Android, Windows ou iOS est à jour sur le terminal et pouvoir justement mettre des restrictions par rapport à ça. On ne va pas permettre par exemple un téléphone qui n'a pas été mis à jour depuis X temps parce que voilà, il peut être compromis de se connecter ou de pouvoir valider l'authentification. Et donc on va pouvoir de cette manière vérifier différents critères, différents paramètres et permettre justement l'utilisation ou pas d'un terminal dans le cadre de la validation d'authentification. Avec Duo, on va également aller plus loin puisqu'on va être capable également de pouvoir mettre en place des politiques contextuelles et donc globalement pouvoir gérer le fait d'activer ou pas le MFA en fonction du lieu où on se trouve. Comme on l'a vu auparavant, par rapport aussi à la compliance des devices. Donc typiquement, globalement chez ByTheWay, on active le MFA lorsque l'on est à l'extérieur de l'entreprise, parce que quand on est en interne, eh ben, on est badgé à l'entrée, donc on s'est assuré que la personne qui est au bureau de Jonathan est bien Jonathan, il est plus badgé, etc. Donc les personnes qui se connectent depuis l'interne aux applications, on n'oblige pas la partie MFA. Par contre, dès lors où on est à l'extérieur, typiquement, on va accéder depuis le hotspot du McDo ou on accède depuis chez soi. Là, on ne voit pas la personne. On veut s'assurer que la personne qui se connecte est la bonne. Et de ce fait-là, on va activer la double authentification. On considère qu'il y a un peu moins de risque d'usurpation dans nos locaux que depuis l'extérieur. mais après, ça n'empêche. Alors chez nous, par exemple, même dans nos locaux, quand on veut se connecter au serveur d'administration, on est obligé de présenter du MFA. Parce que même quand on est à l'intérieur, on considère qu'on aurait pu se faire hacker et se faire pirater de l'intérieur, ou par le Wi-Fi, ou même s'introduire à l'intérieur. Et donc, de ce fait, dès qu'on veut se connecter à des ressources d'administration, par exemple, des ressources sensibles. Donc là, on va vraiment être capable de dire la partie de MFA, on vient l'activer quand il y a telle condition, quand l'antivirus il n'est pas sur la machine, quand la personne se trouve sur un autre réseau, quand elle veut accéder à des ressources potentiellement importantes, un réseau d'administration, un réseau de paye, ce genre de choses. Par avant, chez plusieurs clients, il est arrivé d'isoler, par exemple, des réseaux de paye derrière des firewalls, ce genre de choses. Là, on pourrait très bien se dire, pour pouvoir accéder au réseau de paye, je vais devoir brancher mon token sur mon ordinateur. Et donc, je vais vraiment contrôler que
c'est des personnes qui doivent pouvoir y accéder, qui y accèdent. Qui permettent de réduire la complexité de l'infra, en fait. Plutôt que de mettre des firewalls au sein du réseau, ce genre de choses. Un exemple parmi d'autres. Ce que je vous propose, c'est de passer sur l'interface, la console d'administration de Duo, pour vous montrer comment ça se présente et ce qu'on est capable de faire directement au niveau de l'interface. Donc déjà, pour accéder à la console d'administration Duo, là j'ai rentré mon login, mon mot de passe, il y a forcément du MFA qui est activé pour pouvoir se connecter. Donc là, typiquement, je vais demander de recevoir un push que je reçois instantanément et qui va me permettre, voilà, juste de valider que c'est bien Julien Delattre qui se connecte, voilà, qui me permet d'accéder à la console d'administration. On retrouve ce que j'ai présenté tout à l'heure, quelques graphes qui permettent de vérifier, voilà, sur les dernières 48 heures, les authentifications qu'il y a eu, les accès aux différentes ressources d'entreprise. On voit ici sur la partie gestion des mots de passe, sur la partie VPN, et de pouvoir visualiser typiquement voilà, le terminal qui a été utilisé pour vérifier l'authentification et de où la personne s'est connectée. On va être capable également de voir, voilà, pouvoir gérer toute la partie politique, comme on l'a vu juste avant, et d'appliquer des politiques différentes aux applications qu'on va venir protéger, pour pouvoir adapter. Donc typiquement, ce qu'on voyait juste avant, on pouvait travailler sur la partie réseau en disant, voilà, quand on se connecte depuis telle IP publique, tel range de réseau, on va autoriser l'accès sans MFA. Pour les autres connexions, le MFA va être requis. On va être capable également de travailler sur la partie localisation et de dire par exemple, voilà, globalement, quand on se connecte en France, depuis la France et depuis la Belgique, j'impose le MFA. Et par contre, pour tous les autres pays, il n'y a pas lieu que mes utilisateurs se déplacent dans d'autres pays pour pouvoir se connecter au système d'information, sauf demande particulière où là, on va être capable de faire une restriction particulière ou une autorisation particulière pour un utilisateur. Pour toutes les autres connexions, j'interdis l'accès. Donc par défaut, je me connecte depuis un autre pays. Ce n'est pas possible que ce soit un collaborateur de l'entreprise, donc j'interdis les accès. On va être capable également de travailler sur la partie état de santé des applications, de pouvoir paramétrer, voilà, une fois qu'on s'est connecté à une application, on a une fenêtre de 1 jour et on redemandera la validation pour éviter typiquement que si je me connecte plusieurs fois dans la journée sur la même application, je suis au même endroit, je n'ai pas besoin de revalider le fait que ce soit bien moi. Donc là, typiquement, on voit que cette politique est appliquée sur la sécurisation d'une application en particulier. Et on est capable de faire une global policy qui s'appliquera par défaut à l'ensemble des applications que l'on va venir protéger et de pouvoir après travailler sur des particularités, sur des restrictions spécifiques pour certaines applications, par exemple des applications plus sensibles où on va vouloir renforcer encore plus la partie sécurité. On parlait juste avant donc, des applications, on va retrouver un ensemble d'applications. Donc là, on va retrouver les applications qui sont sécurisées actuellement. On va être capable de protéger typiquement une nouvelle application en venant, par exemple, soit rentrer un protocole standard, voilà, tout ce qu'on est capable de sécuriser au niveau du radius, donc en sécurisant, par exemple, une application parce qu'elle est capable de faire du radius ou en venant sélectionner directement un constructeur. Voilà, sélectionner par exemple si on veut sécuriser ses accès VPN, SSL en FortiGate, on vient sélectionner la protection de l'application. On a un ensemble d'informations qu'il faudra renseigner dans la solution. Pour l'équipement client. Pour l'équipement client. Et on a une petite aussi documentation additionnelle qui permet de présenter la chose
et puis d'indiquer les différentes étapes de configuration. J'insiste beaucoup sur la partie documentation parce que c'est un des outils. C'est pas la super force de Cisco. Aujourd'hui, quand on lit les docs Cisco, enfin voilà, c'est un peu révélatif. Que la partie Cisco Duo est extrêmement bien documentée, un peu la mode Meraki. On va retrouver beaucoup de schémas et puis surtout les step by step pour la partie configuration, tout en allant dans le détail. Là, on peut voir que on a la documentation de comment je vais configurer la partie MFA sur du Fortinet. On n'a pas 50 pages de documentation comme on pourrait l'avoir sur d'autres produits. On va vraiment à l'essentiel, mais tout en restant vraiment très très bien documenté avec du step by step. Ça, c'est vraiment la partie documentation, c'est un gros point fort de la partie Cisco Duo. On ne va pas retrouver chez tous les éditeurs de MFA, et c'est important parce qu'aujourd'hui, des applications qu'on veut venir sécuriser, il peut y en avoir énormément avec des applications internes. Donc, c'est important d'avoir de la documentation pour pouvoir sécuriser des applis spécifiques qui auraient été développées en interne. On va être capable, comme on l'a vu tout à l'heure, de pouvoir s'intégrer à la partie LDAP ou Active Directory. Alors, la partie synchronisation LDAP va permettre, par exemple, de faciliter l'enrôlement des utilisateurs, puisque on va venir écouter, par exemple, un groupe de l'Active Directory et venir synchroniser automatiquement dans Duo les utilisateurs faisant partie de ce groupe et de déclencher un auto-enrollment. Donc, déclencher un auto-enrollment, c'est quoi? Ça va être l'envoi d'un mail avec une petite procédure à l'utilisateur, avec un QR code à scanner sur, par exemple, un téléphone, pour pouvoir attacher un téléphone à l'utilisateur et que ce téléphone puisse être utilisé par la suite pour toute application protégée. Donc on va retrouver l'ensemble des utilisateurs qui font partie, qui ont été synchronisés typiquement avec la solution. On voit, elle fait partie du groupe BTW, autorisation utilisation Duo, donc elle est remontée automatiquement. Et par utilisateur, bah voilà, on va avoir une vue des accès, du téléphone qui est affecté à l'utilisateur, ou des téléphones. S'il y a un token qui a été fourni à l'utilisateur, on le retrouve également ici. Donc ça, c'est aussi pas mal parce que ça va permettre, même si aujourd'hui on n'a pas de suivi de gestion des accès, d'outils de gestion des accès en interne, bah ça va permettre automatiquement d'ajouter une solution, et pour toute la partie RGPD, de qui a accédé à quoi, à quelle ressource, à quel moment, bah ça va permettre d'obtenir ces informations et de fournir ces informations. C'est pas son but premier, mais en tout cas, ça va permettre de fournir ces infos-là et d'avoir un suivi sur des applications spécifiques ou à risque dans l'entreprise. La solution permet également de pouvoir apporter d'autres bases d'utilisateurs, de pouvoir créer des utilisateurs à la mano, par exemple, si on veut renforcer la sécurité des accès des partenaires. Voilà, on va aussi s'assurer que le partenaire qui accède à mon entreprise pour pouvoir faire, par exemple, ma maintenance sur mon AS400 est le bon partenaire. Voilà. À un moment donné, on a donné aussi des accès. On va retrouver d'autres choses également, toute la partie téléphone qui ont été associés, les tokens qui ont été affectés, etc., etc. Ce que je vous propose, c'est de vous montrer un exemple de connexion, par exemple, depuis de connexion VPN avec la partie MFA. Donc, je vais juste changer DCCID. Je vais mettre sur ma 4G pour pouvoir tester en live. Donc, le temps que Julien se connecte sur la partie MFA, ce qui permet typiquement avec la partie Cisco Duo, on va aussi avoir différents modes de prouver son identité. On va avoir le mode, comme Julien présentait tout à l'heure, avec du push, donc avec l'application qui est installée sur le mobile, que ce soit un mobile d'entreprise ou un mobile perso, sur du BIOS, sans aucun problème, ou sur du partenaire ou ce genre de choses. Parfois, on peut avoir des contraintes où les utilisateurs ne peuvent pas utiliser leur mobile perso ou ce genre de choses. Et là, on va avoir différentes méthodes avec du SMS, de l'appel ou de la clé d'authentification. Donc, c'est pour ça qu'on en présentera tout à l'heure, qui est dire quand je ne peux pas prouver mon identité via mon téléphone, et ben pour certains cas particuliers,
par exemple, du partenaire, ben, je peux être capable de dire je fournis une clé qui va venir remplacer pour permettre de prouver l'identité de la personne qui se trouve derrière et qui veut se connecter. Donc là, je suis à l'extérieur de l'entreprise, je cherche à accéder à mes ressources d'entreprise, je lance mon client de connexion VPN, je vais venir renseigner mon mot de passe de connexion, mon portable a vibré, donc je reçois une demande d'authentification, puisque là, la configuration que j'ai faite pour pouvoir simplifier l'expérience d'utilisateur, c'est d'envoyer automatiquement un push sur le device de l'utilisateur qui a été renseigné au moment de l'enrôlement. Donc là, on n'a pas besoin d'aller d'ouvrir le téléphone, d'ouvrir l'appli, d'aller sur l'application, de récupérer le code qui bien souvent faut taper. Le temps que je suis en train de taper, le code avait déjà changé sur l'appli. Enfin, ça, c'est du vécu à tout le monde. Là, on envoie tout simplement un pop-up qui dit rouge interdit, vert j'autorise. Ce qui permet aussi de voir si derrière il y a de l'usurpation d'effectuer. Aujourd'hui, je prends l'exemple d'un Google Authenticator. Quand j'ai un utilisateur qui va tenter de se connecter à une application sur lequel il faut rentrer un code Google, s'il n'a pas le bon code et qu'il tente plusieurs codes et que ça ne fonctionne pas, moi je ne serai pas alerté. Alors que là, pour le coup, j'ai quelqu'un qui tente d'utiliser mon login pour se connecter au VPN, tout de suite je vais recevoir un push sur mon téléphone, et là je vais me rendre compte qu'il y a un problème et qu'il y a quelqu'un qui est en train d'utiliser mon login pour se connecter au VPN. Et donc tout de suite je pourrai alerter le SI en disant bah, tiens, là pour le coup il y a un problème, parce que je reçois un pop-up sur mon mobile et c'est pas moi qui est derrière, quoi. Donc là, de la même manière, on est capable de pouvoir typiquement se connecter à une solution. Donc là, on se connecte à une application en interne. Julien est reconnu comme interne parce que là, il est connecté au VPN, il est bien connecté, il a mis une adresse IP sur le réseau. Par contre, ça, c'est une appli sensible chez nous. C'est une application qui permet d'accéder au mot de passe pour se connecter au serveur et qui fait bastion pour se connecter au serveur d'entreprise. De ce fait, là, on vient de dire qu'il y a du MFA et on est capable, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec du push, du SMS ou du téléphone, de valider. Donc là, Julien a reçu son pop-up sur son mobile qui permet d'autoriser ou de refuser l'accès. Et automatiquement, il est connecté à l'application sensible qui pourrait être une appli de paye ou une appli spécifique dans l'entreprise. Je vous montrerai également, après la présentation de la partie YubiKey, qu'on est capable de faire la même chose typiquement pour des connexions RDP sur des serveurs et de pouvoir valider que quand on est à distance, que la personne se connecte en remote access par exemple au serveur RDS et la bonne personne. On le verra juste après. Donc là, il peut peut-être être intéressant de refaire le même scénario, mais donc là, on a prouvé son identité grâce à un mobile, grâce à une application. On est venu renseigner. Il y a soit des contextes qui vont considérer que c'est pas assez sécurisé, parce que pour le coup, le mobile il pourrait traîner sur le bureau et il pourrait passer, etc. Et donc là, on va montrer que on va pouvoir remplacer cette partie de mobile, parce que soit le contexte n'est pas assez sécurisé, ou alors on a des contextes particuliers, parce que je veux autoriser des connexions extérieures que avec du clé token, que je vais pouvoir bien identifier qui a une clé token, ou alors d'un partenaire, parce que le partenaire va dire bah, écoutez, moi je ne fournis pas de téléphone à mes collaborateurs, ou j'ai des collaborateurs en interne qui n'ont pas de téléphone professionnel, qui ne veulent pas, et je ne peux pas imposer le fait qu'ils aient un téléphone personnel pour avoir ce genre d'appli. Et donc là, je vais être capable, de ce fait, de fournir un token. Donc là, la partie YubiKey, qui va permettre de remplir la même fonction avec du token physique. Sur la partie YubiKey, donc YubiKey, ce sont les petites clés qui permettent de se connecter physiquement, les tokens physiques. Et ces YubiKey sont développés par la société Yubico. Donc Yubico, en quelques chiffres, c'est une société suédoise qui a été fondée en 2007, qui regroupe 250 employés répartis dans quelques pays.
La solution équipe aujourd'hui plus de 4000 entreprises et il y a plus de 7 millions de dupliqués qui ont été déployés dans 160 pays différents pour des sociétés sur différents axes, hein, que ce soit le secteur industriel, bancaire, gouvernement ou les géants de la tech. Typiquement aujourd'hui, l'ensemble des collaborateurs de Google sont équipés de 2 clés. D'une première clé pour les connexions, voilà, pour pouvoir sécuriser leurs accès, et une clé de backup au cas où. Un petit rappel sur l'évolution des protocoles. Donc on se rend compte qu'aujourd'hui, on utilise pour la plupart un protocole qui existe depuis les années 60, c'est-à-dire le fameux login mot de passe. Il y a eu, après en 1980, ben voilà, la sortie des smart cards, l'apparition des solutions one-time password avec un petit code qui se régénérait automatiquement et qu'il fallait rentrer, voilà, donc un petit boîtier physique hein, qui permettait de pouvoir sécuriser les accès. Ça a été remplacé ensuite par du SMS. Depuis 2014, avec la sortie du standard FIDO U2F, donc les standards développés par FIDO Alliance, le protocole standard FIDO U2F qui vient renforcer la connexion avec un login mot de passe en utilisant comme second facteur un token hardware. Et depuis 2018, le développement du standard FIDO2 qui permet globalement de se connecter directement avec un seul facteur physique et sécurisé, plus une partie biométrique ou reconnaissance faciale, et de ne plus utiliser du tout de login mot de passe. Et donc le fait de ne plus utiliser de mot de passe, il ne peut plus avoir de fuite de données concernant le mot de passe puisque on ne l'utilise plus, on n'utilise que du physique et qu'on voyait tout à l'heure dans les premières diapos, quelque chose que l'on est, une empreinte, une reconnaissance faciale, etc., etc. Donc de plus en plus d'entreprises, de plus en plus de solutions, sont en train d'intégrer. Donc la partie FIDO2 permet de sécuriser la partie web, et de plus en plus de solutions web intègrent le standard FIDO2 pour pouvoir, je l'espère très bientôt, pouvoir mettre en place la partie passwordless pour l'ensemble des usages et des services web et pour réduire considérablement les attaques. En quelques mots, la partie FIDO2, globalement, la partie FIDO2 utilise de la cryptographie asymétrique. Donc, c'est le principe de l'échange de clé privée, clé publique, où la clé privée se trouve sur son token, la clé publique est rendue publique, et à un moment donné, quand on veut venir se connecter, on va utiliser sa clé privée pour valider le fait qu'on est la bonne personne pour pouvoir se connecter, etc., etc. On retrouve en bas à gauche un petit diagramme qui permet de montrer par rapport aux différents protocoles existants, d'une part, l'expérience utilisateur, est-ce que c'est facile pour l'utilisateur de pouvoir se connecter en termes de déploiement, et le niveau de sécurité apporté par la solution. Donc cette petite clé, en fait, intègre, comme on le voit à droite, l'ensemble des protocoles. Donc on va être capable, avec une clé, de pouvoir faire du RFID, donc pour pouvoir clairement badger quand on rentre dans le bâtiment, pour valider que c'est bien la bonne personne, au lieu de faire de l'empreinte, typiquement, de pouvoir intégrer des certificats d'entreprise pour faire de l'authentification basée sur certificat, on le verra après, d'intégrer en haut à gauche la partie FIDO2 et FIDO U2F pour la partie Web Authentication. La possibilité également de venir renseigner un mot de passe complexe pour éviter la mise à... Globalement, l'intérêt, c'est aujourd'hui, les utilisateurs ont tendance à utiliser des moyens mnémotechniques pour pouvoir créer des mots de passe, etc. Là, globalement, on va utiliser un générateur de mots de passe très, très sécurisé, 40 caractères. Il va être renseigné dans la clé, et quand on va vouloir se connecter, on va venir renseigner sa petite clé, ça saisit à notre place le mot de passe, et globalement, ça permet de renforcer considérablement la politique de mot de passe, tout en rendant la chose simple, puisque l'accès à la clé est verrouillé et loqué par un code PIN simple. Donc l'utilisateur va préférer renseigner un code PIN à 6 chiffres qu'une clé de 40 caractères, tout en gardant
une sécurisation optimale de l'accès à l'entreprise. Et on est capable également de faire du one-time password, de remplacer typiquement tout ce qui va être du Google Authenticator, etc. etc. Je vous montrerai juste après au niveau de la démo. On retrouve à gauche différents formats de clés. Donc typiquement, on va être capable d'avoir des clés avec de l'USB standard, de l'USB-C, avoir des clés également avec une interface permettant d'être rentré dans son iPhone. Typiquement, quand on veut valider par exemple l'accès, au lieu de faire le push, on rentre la clé et puis ça permet de valider la connexion. Des formats un peu plus petits pour ne pas dépasser par exemple du portable. Et on a également une application mobile, YubiKey Authenticator, que je présenterai juste après. Comme on l'a vu tout à l'heure, pour la partie MFA, la partie YubiKey va permettre de répondre à différents cas d'usage, à différents enjeux métiers qui sont, par exemple, la partie sécurisation des comptes à privilèges dans l'entreprise, donc sécuriser quelques comptes d'utilisateurs, de collaborateurs qui ont des accès privilégiés aux ressources de l'entreprise. De pouvoir répondre aussi à la question que vous êtes peut-être posée tout à l'heure, ben oui, mais si on n'a pas de mobile, ou si l'utilisateur n'a pas de mobile, comment on fait? Si on n'a pas mis à disposition un mobile d'entreprise, ben on a la possibilité de remplacer de ce fait-là la connexion au travers du token. Les postes partagés également. Lorsqu'on a un poste partagé, ben de manière très simple, on vient renseigner, chacun est équipé d'une petite clé et ça permet de se reconnecter rapidement et d'avoir accès à son environnement. De pouvoir également protéger toute la partie connexion nomade, et notamment, on l'a connu depuis maintenant plus d'un an, avec la partie télétravail qui s'est développée de plus en plus, pour pouvoir s'assurer que quand la personne est chez elle, c'est la bonne personne qui se connecte, que ce ne soit pas un conjoint qui a trouvé le mot de passe et qui s'est dit voilà, je vais essayer de me connecter, je vais voir ce qui se passe. Et le but, c'est de pouvoir sécuriser les accès des employés, des partenaires et des clients finaux, si on autorise par exemple certains accès aux ressources pour certains clients. On retrouve les différents cas d'usage en dessous avec la sécurisation des applis web, la sécurisation de la partie Windows Logon ou des accès en mode RDP, la connexion à distance et en VPN. Les interactions également avec un certain nombre de solutions, dont la partie Cisco Duo pour pouvoir gérer de manière centralisée la partie YubiKey, de pouvoir les attacher à un utilisateur, de pouvoir si par exemple une clé a été perdue, de pouvoir la désenrôler, ou de pouvoir la supprimer, etc. etc. Ce que je vous propose, c'est de vous faire une petite démonstration de la solution. Donc là, typiquement, j'ai besoin de me connecter sur un serveur. Donc je me connecte au serveur. Il me demande d'insérer une carte à puce, parce qu'en fait, je le montrerai après dans le diagramme, on a la configuration qui va bien pour pouvoir s'authentifier au niveau des serveurs avec son certificat Smart Card délivré par l'entreprise. Je viens renseigner un code PIN qui me permet juste de débloquer l'accès à la clé pour pouvoir aller lire le certificat qui s'y trouve. Et je me retrouve authentifié sur mon serveur. Donc de manière très simple, je me suis connecté au serveur en renseignant un code PIN à 6 chiffres, mais de manière sécurisée puisque je l'ai fait au travers d'un certificat et à aucun moment je suis venu renseigner mon login mot de passe d'entreprise. Même si derrière il y avait eu une machine infectée, du keylogger ou ce genre de choses, tout à l'heure le code PIN que je viens à taper, c'est bien un code PIN pour débloquer la clé, sauf que grossièrement, sans la clé, ce code PIN il ne sert à rien, il est vraiment là juste pour débloquer cette clé. Donc là, typiquement, pour prouver l'identité d'un utilisateur qui a sélectionné une ressource à risque, et je m'assure que cet utilisateur peut se connecter de n'importe quelle machine, donc un PC libre-service, d'un PC autre, sans prendre de risque, parce que pour le coup, c'est vraiment la clé
qui vient remplacer tout le processus d'authentification. Autre cas d'usage, je veux en plus m'assurer que je vais en plus renforcer la sécurité et activer aussi du MFA, qu'on a vu tout à l'heure avec la partie du haut. Donc là, je vais me connecter sur un autre serveur d'entreprise, plus sensible. Donc là, je m'authentifie de la même manière avec ma clé. Et je vais recevoir en plus une demande d'authentification de type push, puisque c'est la méthode choisie pour se connecter de manière plus simple. Je vais approuver et de la même manière, je vais arriver sur le serveur sur lequel je me suis connecté. On est vraiment dans le cas d'un serveur hypersensible, ou même le cas de vol de la clé, ou d'emprunt de la clé du bureau pendant quelques minutes pour qu'une personne vienne usurper, eh bien, je viens en plus dire je veux la validation via le mobile de la personne pour valider que la personne est bien le bon interlocuteur derrière. Une autre petite démonstration, on a vu tout à l'heure qu'on était capable de se connecter en VPN à l'entreprise. Je vais réactiver ma 4G et je vais vous montrer une autre méthode de connexion. Alors, le temps que Julien se connecte, la clé que Julien utilise est une clé USB type classique. On a aussi des clés type USB-C qu'on sait avoir, par exemple. Et ces clés peuvent aussi utiliser d'autres protocoles, par exemple NFC. Nous, on utilise ces clés pour pouvoir rentrer dans le bâtiment avec les protocoles NFC, par exemple, pour pouvoir badger. Donc, on pourrait utiliser ça typiquement pour pouvoir badger sur des protocoles d'impression ou d'autres choses avec son token d'authentification. Donc là, j'ai renseigné mon mot de passe, mon login mot de passe d'entreprise, et je vais venir tapoter ma clé pour pouvoir valider la connexion au VPN. Donc là, je n'ai pas reçu de push, puisque je suis venu, après mon mot de passe, mettre une virgule, tapoter, parce que, comme le montrait Jonathan sur la clé, il y a un petit espace en fait qui permet de venir mettre son doigt, ce qui m'a permis de me connecter à mon environnement d'entreprise, parce que bah, voilà, là, j'avais pas mon téléphone, je l'ai perdu, je l'ai cassé, il ne démarre plus. De cette manière, je peux quand même me connecter de manière sécurisée aux ressources de l'entreprise, et de manière très simple. Après, les champs d'utilisation peuvent vraiment être divers. On peut aussi imaginer, par exemple, de dire l'accès aux ressources Office 365 pour accéder à ses mails depuis un poste de l'entreprise, c'est autoriser son token. Mais quand un utilisateur veut y accéder depuis une machine autre que la machine d'entreprise, parce que ça se fait de plus en plus, je vais devoir prouver l'identité avec un token, par exemple. Ou alors, on a déjà eu certaines demandes dans ce cas-là, où quand je vais accéder à l'interface d'administration d'Office 365, je vais devoir montrer un token pour prouver que je suis bien un administrateur et je ne suis pas quelqu'un qui a récupéré des identifiants sur le darknet et je mesure. Autre cas d'usage, vous avez tous utilisé, on en parlait tout à l'heure, un Microsoft Authenticator, un Google Authenticator, etc. La question qui se pose à chaque fois, c'est qu'est-ce qui se passe au niveau de mon Google Authenticator qui va avoir un certain nombre de codes de one-time password permettant justement de renforcer ma sécurité quand je me connecte à mon Gmail, à mon Facebook, etc., ou aux applications d'entreprise. Si je le perds, globalement, l'ensemble des codes qui se trouvaient sur le device, c'est compliqué après pour pouvoir les retrouver. L'avantage de la solution, donc là, j'ai fait une petite vidéo justement pour les personnes qui sont à distance. Quand Julien disait, si on perd son mobile aujourd'hui, avec une solution telle que Google Authenticator, qui n'est pas une solution d'entreprise, entre guillemets, demain, si on perd son mobile, on va devoir se reconnecter sur les 25-30 applis sur lesquels on est venu sécuriser avec ça et faire un process d'oubli ou de perte de machine sur l'ensemble des serveurs et demander un processus d'action via l'administrateur pour dire je suis d'accord que tu as perdu ton MFA et on réenrôle un autre périphérique. Donc ça peut être très très fastidieux à faire. Donc c'est valable pour un ou deux utilisateurs, c'est pas valable pour déployer ça à ces utilisateurs lambda. Donc là, la vidéo montre quoi? Je vais la rejouer. La vidéo montre que j'ai lancé mon Yubico Authenticator, sur lequel il n'y a rien, on ne voit pas de code.
L'ensemble des codes se trouve sur la clé. Donc la clé étant NFC ou la clé disposant de la bonne terminaison pour pouvoir être insérée dans le mobile, va permettre d'afficher un ou plusieurs codes. Et dès qu'on enlève la clé, globalement, on n'a plus les codes qui s'affichent. Donc typiquement, mon téléphone est cassé, je réinstalle juste un Yubico Authenticator sur un autre téléphone, je repositionne la clé dessus et je récupère l'ensemble de mes codes. Pour vous expliquer tout à l'heure un peu le fonctionnement par rapport à une connexion de type Smart Card, par exemple, dans le cadre de l'entreprise, pour pouvoir faire, là je ne le montre pas parce que sinon, enfin, je connais pas le comportement de serveur, mais typiquement avec ma clé, je suis capable également de me loguer à ma session locale, en plus de me connecter aussi en RDP, c'est le même principe. Globalement, ça se fait de différentes manières. Donc, quand vous avez déjà une PKI en entreprise, une solution qui va permettre de distribuer des certificats aux utilisateurs, globalement, on va être capable de faire de l'auto-enrôlement, c'est-à-dire à un moment donné, l'utilisateur qui reçoit sa clé va l'insérer dans son port USB et ça va générer automatiquement une demande de certificat de type Smart Card. Ça va venir rentrer en fait le certificat intégrer le certificat au niveau de la clé, saisir un mot de passe, un code PIN, donc typiquement le code PIN par défaut qui est livré avec la clé, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et de faire un contrôle là-dessus, je change mon code PIN, et me voilà avec un moyen sécurisé pour me connecter à l'environnement, à mon poste de travail, et à mes serveurs à privilégier. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour de la solution, des solutions. Mais j'espère que ces présentations vous ont apporté des choses et vous ont permis de découvrir également, pour ceux qui ne connaissaient pas encore, la partie MFA et ou token type YubiKey. Comme lui disait Julie tout à l'heure, n'hésitez pas à poser des questions ou à envoyer vos questions pour qu'on puisse y répondre ou vous accompagner si vous avez un besoin typiquement de sécurisation des accès aux applications de vos entreprises. On diffusera les vidéos sur les réseaux sociaux et aussi sur YouTube, ce qui permettra soit de rejouer la vidéo, soit aussi d'avoir les contacts spécifiques si vous souhaitez qu'on aille plus en détail dans un projet particulier, qu'on vous présente aussi des solutions de clés, parce que là on vous a montré 2 types de clés, mais des clés il en existe beaucoup plus, avec des formats beaucoup plus mini, etc. et pour des besoins spécifiques. Donc ça, on reste bien sûr à votre disposition pour échanger sur un projet spécifique ou sur un POC pour valider la faisabilité en interne. Merci à tous.